Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics. Et aujourd'hui, on commence enfin à reparler un tout petit peu de comics. Donc vous verrez ça en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vais spoiler allègrement chacun des tomes dont je vais parler dans cette vidéo. Et si vous voulez mon avis d'un tome en particulier, je vous renvoie à la description. Et j'ai toujours pas le chapitrage, j'espère que ça arrivera un de ces quatre. Allez, on commence tout de suite. Et on commence avec du Kiyun et le Monster Trio. J'ai acheté les 3 tomes du Monster Trio, donc j'ai le petit bouclet avec les autocollants. Alors j'ai pas encore commencé, hein, j'en ai mis un à chaque fois. Donc voilà, c'était le petit instant pub. Si vous avez un libraire spécialisé manga ou BD, comics, tout ça, genre un... je sais pas si album ils font ça, mais voilà, par exemple sur Paris, Ayaku Shop, c'est ma librairie, voilà. Voilà. Si vous achetez 3 tomes, ces 3 tomes là, vous avez le petit bouclet, bon, il n'y a rien de spectaculaire dedans, il y a des petites informations, mais voilà, ça va plus loin. Alors il y a des trucs intéressants pour Actedge, il y a des trucs sur l'auteur, avec ce qui paraît, il a même pas 20 ans, donc c'est très intéressant. Mais voilà, c'est un petit bouclet, c'est gratuit, c'est sympathique, et les autocollants comme Panini, voilà. C'était juste le petit instant pub, allez chez Ayaku Shop, super libraire. Et passons maintenant au vrai manga. On commence avec Actedge tome 2, j'ai parlé premier tome dans un manga show qui est sorti cette semaine mardi, donc allez le voir si vous voulez plus d'infos sur le titre. Le tome 1 se terminait sur l'annonce du véritable premier film de l'héroïne, qui va être une sorte de second rôle dans une sorte de Battle Royale Hunger Games, où il y a 12 ou 24, je sais plus si c'est 2 x 12 ou en tout 12, je sais plus, bon, voilà, il y a un délire avec le 12, voilà, qui sont envoyés sur une île. Alors non c'est ça, il y a 12 amateurs, enfin, d'une compagnie amateur et 12 d'une compagnie principale qui tourne le film, qui vont jouer ce rôle donc de survival game. Et donc on a l'héroïne qui passe le casque, qui participe en tant que amateur entre guillemets, et donc qui va rencontrer sa première rivale, son Vegeta, qui est une fille qui a un grand talent. Par exemple, il y a un passage qui est très intéressant où il y a la personne qui joue qui fait une faute, on va dire, allez, j'allais dire une faute, et elle se tourne vers la caméra pour masquer cette faute. Donc elle dit ouais, c'est une actrice de talent, elle a remarqué où sont les caméras et a fait en sorte qu'on ne voit pas le défaut de sa camarade. Je dis oh, c'est quand même stylé. J'ai bien aimé aussi le passage où l'héroïne court, elle reste dans son rôle et elle saute de la cascade. Voilà, donc ça va un petit peu dans ce que je disais dans ma vidéo manga show, au niveau des délires qu'on peut avoir, des univers qu'on va voir. Là, on est totalement dans un survival game, donc c'est très intéressant. En plus, on est vraiment plongé dedans, on a vraiment l'impression que le manga est devenu un survival game. Même les décors sont devenus plus intéressants, là on a un peu de variété, là où je trouvais que dans les 3 quarts du tome 1, il n'y avait pas beaucoup de variété. Là, vers la fin, il y avait un peu le décor de la plage. Et donc là, on est vraiment dans le décor forestier. On le ressent un petit peu plus. C'est vraiment très intéressant et je vais continuer. Franchement, Actedge, gros coup de cœur. Ensuite, Jujutsu Kaisen, ça c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai beaucoup moins aimé ce 3e tome. Déjà, je suis beaucoup moins rentré dedans que pour les 2 premiers. Alors peut-être que vu que le tome 1 et 2, je les ai lus il y a 3 mois, donc j'étais beaucoup moins dans l'histoire déjà. Je me souviens plus de tout ce qui s'était passé dans les précédents tomes. Je me souviens de 2-3 trucs vaguement, mais là j'avoue, on replonge dans l'univers. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Je vois des élèves qui sont en train de se battre entre eux. Il y a les élèves de Kyoto. J'ai pas trop compris. Alors je pense qu'il faut que je me relise les 2 premiers tomes et relire à nouveau le 3e tome pour peut-être me remettre dans le bain. Est-ce que je poursuivrai sur un 4e tome? Pour l'instant, je sais pas trop. Je vais attendre l'adaptation animée qui devrait arriver cette année ou l'année prochaine. Et en fonction de mon ressenti par rapport à l'animé, je vais sûrement continuer le manga. Là pour l'instant, je vais sûrement le mettre en pause. Je vais peut-être me relire les 2 premiers tomes, puis le 3e et le 4e quand il sortira le 4e. Et en fonction de ça, pause ou pas pause, on verra. En tout cas, j'ai pas grand chose à dire parce que franchement, la lecture m'a pas marqué plus que ça. Et pourtant, c'est le tome que j'ai lu plus récemment. C'est le dernier que j'ai lu de la pile que je vais faire aujourd'hui. Et c'est celui où je retire le moins de choses parce que je suis passé totalement à côté de la lecture. J'ai vraiment pas kiffé plus que ça parce que je suis pas rentré à nouveau dans l'histoire. Donc je préfère pas en dire plus et passer au manga suivant. My Hero Academia tome 23, donc c'est le tome qui marque la fin de l'arc tournoi, entraînement entre les 2 secondes A et B. C'est surtout un tome où on apprend des choses sur le One for All, notamment tous les prédécesseurs. On savait plus ou moins dans le tome précédent qu'il y avait eu des gens qui ont eu des pouvoirs et que plus ou moins One for All se transmet en fait tel un
un passement de flambeau. En fait, il transmet déjà l'énergie de la personne, le savoir, mais s'ils ont des pouvoirs, les pouvoirs. Et là, on rencontre un mec qui avait un pouvoir, il envoyait des cordes noires, et en fait, ben, le pouvoir s'est amplifié de génération en génération. Et comme par hasard, c'est Izuku qui déclenche ses nouveaux pouvoirs, donc il va devenir hyper puissant parce qu'il va commencer à avoir 3-4 pouvoirs en même temps, ça va être assez puissant. Et tu te dis, imagine que ça aurait été Bakugo qui a eu le pouvoir, ou Todoroki. Le mec, il serait super musclé, il aurait le pouvoir de feu et de glace, plus le pouvoir des élastiques, il serait super puissant. Et en plus, s'il y a d'autres personnages dans les précédentes incarnations de One for All qui ont aussi des pouvoirs, mais genre des pouvoirs passifs, genre super oui, super vu, ils vont être broken les One for All, parce qu'ils vont avoir des petits pouvoirs basiques qui s'amplifient avec le temps et qui sont un peu passifs, genre plus de résistance, plus de vitalité, trucs comme ça. Vraiment cool, l'idée notamment. Et alors, passer la moitié, on arrive sur l'arc My Villain Academia, où on va centrer sur les méchants. Alors, de ce que je sais que les gens qui suivent un peu, qui sont sur Twitter, qui sont à fond sur My Hero Academia, je sais que c'est un arc de ouf, notamment sur le grand méchant Shigaraki Tomura. J'avais dit un mec avec la main sur la tête, j'avais vu son nom et c'est m'est revenu. C'est vraiment son arc où on le découvre, on découvre ses ambitions, son passé, et à ce qui paraît, c'est un arc de ouf. Et pour l'instant, des 3-4 chapitres qu'on a eu, c'est le feu de Dieu. Franchement, là, les méchants, ce qui paraît, tout le monde dit c'est devenu l'un des meilleurs arcs, tout le monde veut les méchants gagnent. Et là, j'avoue, même les nouveaux méchants, là, le Front de Libération, ça a l'air hyper intéressant. Voir une nouvelle facette de la société des super-héros qui ont l'air un peu Rorschach sur les bords. En plus, ils ont le délire de Rorschach avec les yeux ambrés. Enfin là, ça va être super intéressant. J'ai hâte de lire la suite. Surtout qu'on va se concentrer sur les méchants, qu'on n'a pas beaucoup vu. Ils sont toujours un petit peu là, mais pas tout le temps. Là, ça va vraiment être un arc sur eux. Et ça peut être que bien. Et ça, je suis sûr, parce que tout le monde le dit que c'est bien, donc je le crois. J'espère que je me fourvoie pas en me disant, en ayant beaucoup d'ambition, mais en tout cas, je suis sûr que je vais kiffer. La couverture, on voit tous les méchants qui sont en train de cacher le héros. Ça a l'air trop bien. Le prochain tome, je l'attends avec impatience. On continue avec du Jump et avec Chainsaw Man tome 2. Donc on a fini l'arc du démon chauve-souris. Donc avec la finalité que Power laisse le héros lui toucher les boobs 3 fois. Et il y a un chapitre entier où le héros pelote des nibards. C'est fantastique. Je sais pas où est-ce que l'auteur a réussi à faire en sorte que le Jump lui dise « Allez les gars, 4 fois il va peloter les seins. » Parce que bon, il y a Power, puis après il y a la waifu de la série. Tu te dis quand même, et en plus c'est hyper sensuel hein, quand même, le passage où la 4ème fois elle lui dit « Tiens, je te mords le doigt, je te touche l'oreille, et tiens, pelote-moi le nibard. » J'ai fait « Waouh, quand même !» Depuis quand c'est aussi... je vais pas dire du hentai, mais quand même c'est très osé. Alors, on voit rien, on voit pas de tétons, on voit rien, mais dans le côté sensuel, vraiment le côté vraiment sexuel du truc, on est vraiment à la limite. Hein. Je sais pas comment l'auteur fait. Et ensuite, on part sur un nouvel arc où on nous parle du démon des armes à feu, le démon des guns, qui a tué des milliers de personnes, qui est peut-être le plus dangereux de tous. Alors, est-ce que ça va être... Alors, j'espère qu'il va pas apparaître trop tôt, j'espère que ça va vraiment être une sorte de menace qu'on va avoir dans peut-être 15-20 chapitres, enfin un tome plutôt. Parce que là, j'avoue que s'il apparaît tout de suite, on dit c'est la plus grande menace, il le tue au bout de 3 tomes, tu dis mais ça va être quoi les enjeux ensuite? Je ne sais pas, j'espère vraiment que ce démon des armes à feu va être une sorte d'entité un peu comme ouais, les empereurs dans One Piece, on en parle, et au bout de 60 tomes, enfin on les voit en action. Parce que s'il apparaît très tôt, alors sauf si l'auteur a encore d'autres trucs en réserve, mais là j'avoue qu'on parle d'une menace qui a tué des centaines de personnes à chaque fois en quelques secondes. Tu te dis c'est vraiment un truc de ouf, est-ce qu'il va y avoir un truc plus dangereux que ça? Je sais pas, en tout cas on verra le prochain, surtout que là on part vraiment sur l'intrigue, donc je pense qu'il va apparaître tout de suite. Et ça serait un peu dommage, j'espère que ça va être une sorte de grand méchant qui va envoyer plein d'ennemis, on va le voir au bout de 5-6 tomes. Voilà, c'est des suppositions, hâte de voir la suite, mais en tout cas, super tome, j'avoue que l'auteur m'a pas mal surpris, et j'ai hâte de lire la suite. Jagan, tome 8, le tome précédent se terminait sur l'arrivée dans un parc d'attractions qui annonçait un arc assez touffu, et il est toujours pas terminé, donc il a l'air d'être assez gros et conséquent, et comment dire, il y a une scène de culbute. J'avoue que je m'attendais pas à lire ça en lisant le tome. Le passage où on retourne sur le mec qui a changé d'apparence, qui est devenu une fille, qui tombe amoureux d'un garçon, a dit non mais je suis avec un mec, et après il se fait culbuter dans la douche. Waouh. Je m'attendais clairement pas à ça en lisant le tome 8. J'avoue que le saison est moins, on le voit pas beaucoup, mais il devrait quand même être mis, parce que là j'avoue que une scène de coït dans une douche, alors on voit
on voit aucune pénétration, mais on voit quand même l'acte sexuel. Ouais, après Chainsaw Man, tu te dis, ah, et quand même, là, on est vraiment à un niveau au-dessus. Jagan, franchement, super bien, toujours aussi trash, toujours aussi défoulant. Voilà, c'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce côté défouloir où tu lis un truc, tu t'en prends plein la quête. Franchement, c'est un gros défouloir. C'était un petit peu comme était Fire Punch, et là, j'ai Jagan, et en plus, j'ai Chainsaw Man. Franchement, j'ai 2 titres où je les ai enchaînés l'un après l'autre, et gros défouloir. Franchement, ça détend après une journée de boulot. Voilà, là, ça en plus. Toujours gros arc de baston. Là, le tome se finit sur l'arrivée des antagonistes principaux de l'arc, donc qui sont les dirigeants du parc d'attraction. Ça n'annonce que du lourd, et j'ai hâte de lire la suite. Franchement, Jagan, super bien. Balzar, tome 4, alors c'est un petit peu comme Jujutsu Kaisen, j'avoue que le tome 3, je l'ai lu il y a très longtemps, remettre dans le tome 4, c'était un petit peu compliqué, surtout qu'alors le tome devait sortir au mois de janvier ou février, mais il y a eu des problèmes d'impression, des bulles manquantes, donc ce qui fait que mon libraire les a renvoyés, et il a mis beaucoup de temps à voir le tome 4 correct, donc ce qui fait que déjà le tome 5 devait sortir au mois d'avril, s'il n'y avait pas eu le confinement, donc vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome 3, j'avais des vagues souvenirs par rapport au délire politique, les alliances d'une grand-mère, d'un grand-père, un truc comme ça, voilà, je sais plus trop où j'étais, donc là j'avoue que je suis pas totalement re-rentré dans l'histoire. C'était vraiment sympathique, que là on voit vraiment que le héros a fait son petit groupe d'élèves, c'est vraiment ses chouchous, avec qui on lui dit tu vas faire la mission avec des élèves, il fait je veux lui et lui, et c'est vraiment ceux sur lesquels les intrigues se sont centrées sur les 3-4 premiers tomes. Donc c'est vraiment sympathique de voir ce petit groupe qui se construit autour du héros, qui partent en guerre, et là j'avoue que après toute l'histoire de guerre, j'ai un petit peu décroché parce que je ne me souviens plus trop le contexte politique, je me souviens d'une histoire de... Il y avait un train avec des rails dans le tome 3 où il disait qu'il fallait faire des rails dans un espacement spécial pour niquer l'économie d'un autre pays. Mais j'avoue que je comprends plus trop le contexte de la guerre, ce qui fait que je vais peut-être me relire les 3 premiers tomes pour ce titre-là aussi, parce que j'ai plus tout en tête, et voilà, Balzar, franchement j'aime bien, c'est un super titre, mais j'avoue que le confinement m'a fait un peu de mal sur certaines licences que je suis. Alors là, j'en parle même pas, Remonster tome 5, le tome annuel de la série, ouais, alors ça c'est encore pire, c'est qu'il y a un tome qui sort tous les ans, donc clairement, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. J'ai pris le train en marche en me disant allez bah les coups, de toute façon, dans un an j'en saurai toujours pas plus. Mais ça va, je me souviens plus ou moins de tout ce qui s'est bien passé parce que le Remonster est assez clair dans sa narration. C'est assez on fait ça, point, fin du chapitre, on fait ça, point, fin du chapitre, etc. Là, le gros événement qui a marqué le tome, alors c'est déjà l'évolution du héros qui a pris encore une classe, qui a changé de niveau, qui a évolué dans son classe. Il y a le fait que quasiment toutes les waifus qui lui tournent autour sont en cloque et ont accouché en quelques jours, parce que dans ce monde, les filles ont 3 jours de gestation. Voilà, c'est comme ça. Il a accouché de plein de trucs. Il a eu, alors il a avec la cuisinière, il a eu ça avec la machin, il a eu ça. Voilà, il a eu 4 enfants, 4 races différentes. C'est parce que voilà, il change de race à chaque fois. Assez particulier. Là, le tome, c'est limite ça, c'est vraiment maternité, Remonster maternité. Je vois pas trop ce qui s'est passé de plus dans le tome. Alors, on peut-être nous tease un petit peu certains trucs par rapport au fait que les 2 premiers enfants du héros, donc qui sont les enfants des sœurs, qui sont de la même race, donc en fait il a 3 races différentes d'enfants, il a un ogre, il a 2 je sais plus quoi, semi-elfe, machin, et un humain parfait, et ils disent ouais, les races hybrides souvent, ils deviennent un peu dégénérés, ils deviennent un peu dangereux. Ils disent est-ce qu'il va pas y avoir des conflits avec les enfants qui vont devenir un peu dangereux, est-ce qu'on va pas avoir un délire... je sais plus dans quelle série ou jeu vidéo où il y a un délire. Je crois que c'est dans Darksiders où on nous parle des mini-films où il dit ouais ils sont super dangereux, est-ce qu'on va pas voir les enfants du héros en mode c'est les plus dangereux de tous. Voilà, je sais pas trop. Surtout que je crois que le tome 1 teasait un peu le futur et ils avaient pas l'air d'avoir beaucoup grandi ces enfants, donc à voir. En tout cas, Remonster, sympathique, mais voilà. C'est une série où vous allez avoir un tome par an, donc vous inquiétez pas à compléter la série, 5 tomes en 5 ans. Voilà, c'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. J'adore la série, hein, franchement, c'est un des rares isekai que j'aime beaucoup, même si ça vend pas grand chose. Mais je suis rentré dedans tout de suite, et un tome par an, bon, je peux faire le sacrifice. Seven Deadly Sins, tome 38, avec Zeldris, je sais plus, qui se tape la meilleure des siestes pendant tout le tome. Là, il est sur les nichons de sa copine, en train de se taper une giga sieste, le mec... En plus, ils ont l'air confortables quand même. Voilà, c'est horrible ce que je dis. Donc on a le Zeldris qui est possédé par son père, le roi des démons, qui vient foutre le sbeul.
Très clairement, il veut conquérir le monde. Il y a encore Meliodas qui dit ouais mais tu sais c'est à cause de toi que je suis comme ça patati patata. Franchement il y a eu un super passage avec Escanor qui malgré le fait qu'il ait plus son pouvoir faut quand même se battre alors que c'est un gringalet. Franchement c'était l'un des seuls moments épiques du tome. Il y a le fait que Ban récupère son arme légendaire enfin après 30 et quelques tomes, donc on nous le tease. Voilà, Seven Sins il reste 3-4 tomes. On sent quand même que l'auteur sait plus où il veut aller. Là, on a des retournements de situation, de retournements de situation, de retournements de situation. Ça commence à devenir un petit peu long. Encore 39, 40, 41, 3 tomes. Allez, c'est bientôt fini. Full Metal Alchemist, tome 3 de la Perfect Edition. C'est toujours un aussi beau produit que je ne lis quasiment pas. En fait, je feuillette vite fait le bouquin pour voir. C'est un passage que j'ai envie de lire, notamment dans ce tome-là. Donc, c'est la fin du laboratoire numéro 4, donc le combat contre les armures prisonnières. Et c'est surtout l'un des passages les plus traumatisants de FMA, la mort de Hughes. Voilà, je l'ai dit, je spoil, voilà, tout le monde connaît FMA, ça a 30 ans le truc, tout le monde connaît, tout le monde a vu la série Brotherhood, a lu les mangas 40 fois, tout le monde a vu l'anime 40 fois, donc ça y est, au bout d'un moment, tout le monde connaît l'histoire. C'est la mort de Hughes, qui est un moment qui est toujours aussi déchirant, le passage où Mustang dit il pleut, il dit non il pleut pas, il fait si il pleut, et là derrière tu fais oh c'est épique. C'est juste dommage que Hughes n'ait aucune couverture. J'ai regardé les couvertures japonaises et il n'est pas dessus. J'aurais vraiment préféré avoir Hughes sur cette couverture tome 3, en plus qui est un tome marquant pour lui, et ensuite avoir Mustang, parce que ouais, j'ai vu qu'il allait y avoir des homunculus, des personnages que j'aime un peu moins. Hughes quand même s'il fait que 3-4 tomes, c'est un personnage qui m'a marqué, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Après ça, on a les personnages de Edward et Alphonse et Winry qui partent un peu en pérégrination. Là, ils arrivent à la Mecque des mécagreffes. Voilà, franchement, toujours super édition. Bon, j'avoue que par contre, on te vend à page couleur. Il y a toujours une ou deux par tome. C'est pas non plus le truc le plus intéressant, c'est pas la plus-value de la série. Parce que franchement, là, il y a une page couleur au début. C'est. Voilà, encore, je sais même pas où est-ce qu'elle est. J'ai vu une page couleur traîner. Et c'est tout, voilà, au tout début, voilà. Le deuxième chapitre, il y a une page couleur. Le reste, c'est du noir et blanc parce qu'il n'y a pas de page couleur. Après, c'est toujours aussi intéressant ces petits bonus qu'il y a derrière sur la conception de Mustang que l'auteur fait à chaque tome, donc chaque personnage qu'elle présente ici. Et là, on nous apprend qu'il devait être un peu plus jeune et qu'au fur et à mesure, l'élaboration de FMA, elle l'a un peu vieilli. C'est très intéressant, voilà, mais si vous n'avez pas encore la Perfect Edition, jetez-vous dessus. Franchement, c'est une édition en carton, parce que franchement, pas en carton, qui cartonne, parce que franchement, je sais que mon libraire, Ayaku Shop, a eu pas mal de ruptures de stock, parce que ça a vraiment bien marché, et franchement, même moi, je ne mettais pas un copec dessus, et finalement, j'ai craqué, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une super édition, franchement, Kurokawa, voilà, tout ce que j'ai à dire, super édition. Et on termine par un comics avec le 5e et avant-dernier numéro de Loba Loca, le spin-off de Mutafukaz. Alors déjà, avant de commencer à parler du numéro, j'adore énormément la couverture, le noir, le orange et le blanc. Franchement, je trouve que la composition de la couleur se marie super bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Après, le tome, enfin le volume en lui-même, je trouve que c'est un peu un tome transition. Alors pour l'avant-dernier numéro, enfin, quand j'ai transition, je trouve qu'il se passe pas grand-chose dans le volume. Le tome précédent se terminait, enfin le volume précédent se terminait sur l'héroïne, enfin la rivale de l'héroïne qui retrouvait l'héroïne. Tu dis oh putain il y a une grosse baston. Alors ça commence avec de la grosse baston, alliance avec la rivale, et il retrouve un mec de un ancien lutteur de la Luchador qui le retrouve dans une télé-réalité en mode. En plus j'adore, il y a un passage où il dit je suis pas venu ici pour souffrir. Tu fais ah, et j'ai reconnu la référence. Voilà, c'est vraiment je trouve que c'est un des tomes où qui raconte peu de choses. Alors, j'ai hâte de voir comment va se terminer le 6e numéro, qui est donc le dernier. Est-ce que ça va faire des clins d'œil à la suite de Mutafukaz qui devrait arriver un de ces quatre, je sais pas quand. En tout cas, voilà, c'était vraiment sympathique, super couverture, mais en lui-même, le numéro, c'est pas celui que j'ai le plus kiffé, très clairement. Voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.